Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à toutes et à tous. Tu serais fier de moi, Rudy, je suis debout là pour faire le podcast. Comment ça se fait? Tu as un bureau debout maintenant? Non, non, je suis juste debout devant l'ordi. Je fais des rotations du bassin. Putain, mais génial Fabrice, quelle mobilité tu vas avoir! Eh ouais. Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, rapidement l'introduction puisque Fabrice ne veut plus la faire. On a donc fondé le site superphysique.org en 2009 pour démocratiser, on va dire, les bonnes connaissances selon nous pour les pratiquants naturels de musculation, parce qu'on a perdu beaucoup de temps à écouter des conseils pourris, des conseils bidons, notamment de personnes dopées qui se disaient naturelles. À notre époque, on pensait qu'on était arrivé au bout du truc, et en fait, c'est de pire en pire aujourd'hui. A priori, c'est même in de dire qu'on se dope. Donc, il y en a de plus en plus qui se dopent et qui font n'importe quoi et qui donnent des conseils. Bref, c'est pas du tout les mêmes conseils à appliquer quand on est un pratiquant naturel. Et donc, de fil en aiguille, on a écrit plein d'articles, on a fait plein de vidéos, on a fait plein de podcasts, donc on continue encore aujourd'hui. Et on a développé plein de projets parallèles, comme la marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition, où on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé. Quand on est naturel, c'est la longévité qui fait qu'on va pouvoir vraiment progresser et exploiter son potentiel. On a également une application SP Training qui est disponible sur les stores, qui reprend en bonne partie l'application concrète de nos conseils, donc disponible aussi bien sur le Play Store que sur l'App Store. On a également une salle de musculation à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym. Donc vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage ou si vous cherchez à vous entraîner dans une salle différente et que vous êtes à l'année à proximité d'Annecy. Il y a également la Villa Super Physique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours. Dans ce cas-là, il y a tout ce qu'il faut pour me contacter dans la description de l'épisode. Et enfin, plus personnellement, on a nos propres sites, musculation-alter.fr pour Fabrice avec son livre du même nom. Et de mon côté, j'ai mon site rudykoya.com depuis 2006, sur lequel j'écris aussi beaucoup d'articles et où je propose des livres et formations, dont notamment mes deux derniers livres, le guide de la sèche au naturel et le guide de la prise de masse au naturel. Je devrais recevoir, si tout va bien, mes nouveaux exemplaires du guide de la prise de masse au naturel cette semaine. Parce que là, j'étais en rupture, mais en tout cas, en attendant, je vais à la poste juste après l'épisode pour poster le guide de la sèche et un autre livre que j'ai sur mon site Leadercast, The Leader Project, qui n'a rien à voir avec la musculation. Et enfin, des formations en fonction de notre morpho-anatomie notamment, et ma formation la plus complète sur méthodesp.rudykoya.com pour les personnes les plus motivées. Et donc, dans ces podcasts, depuis maintenant un peu plus de 5 ans, on vous partage notre actualité, mais également des réponses plus précises aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique et qui nous inspirent un peu plus. Et donc, c'est ça qu'on fait depuis maintenant un petit moment. Donc, Fabrice, je crois savoir que dans ta vie trépidante, tu as encore énormément d'actualités à nous partager. Chaque semaine, tu dis la même phrase. Alors, sur Arte, la seule chaîne de la télé que vous avez le droit de regarder, il y a eu un documentaire qui a été publié sur le sucre, donc intitulé Le sucre, le doux mensonge, que j'ai survolé. C'est surtout ma femme qui l'a regardé, parce que je commence à connaître par cœur ce type On de a compris que documentaire. ton seul point fort était ta femme, de toute façon. Hein. Il y avait que des points faibles sinon. Disons que les documentaires sur l'alimentation, à chaque fois, c'est du vu et du déjà revu. Donc, en fait, ça m'intéresse pas trop, tu sais. C'est un peu comme, je sais pas moi, quand on va parler du lait, alors que ça fait 30 ans que je sais qu'il faut pas trop abuser du lait. Tu vois, j'ai l'impression que des fois, il y a sur l'actualité grand public, il y a des trucs qui apparaissent, mais que nous, ça fait 30 ans qu'on le sait, tu vois. Donc, bref. Et donc, bah, c'est un énième documentaire sur le sucre, le doux mensonge, ça s'appelle. Et en gros, bah, ça dit que depuis les années 70, l'industrie sucrière et agroalimentaire bah, ont tout fait pour mettre du sucre partout, qu'il y avait des scientifiques qui ont dit dès le début que c'était pas bon pour la santé le sucre, mais que bah, exactement comme avec l'industrie du tabac, eh ben ils ont financé des études, donc en gros ils ont payé des scientifiques, hein, faut le dire comme ça, mine de rien c'est ça, bah, pour faire des études dites de contre-feu, qui eux bah, disaient que bah non, le sucre c'était pas si mauvais que ça à la santé, que effectivement s'il y avait une épidémie d'obésité ça pouvait être attribué à plein de facteurs, pas nécessairement le sucre, blablabla. Enfin le même truc qu'on a à chaque fois, hein, exactement le même scénario qui se passe avec
tout ce qui est pesticides et tout ça, avec le tabac et tout, bah, c'était pareil. Et donc, en gros, ça fait très longtemps qu'on sait que le sucre, c'est une grosse merde, mais pour autant, ils en ont mis partout. Et puis, voilà. Donc, tout est comme d'habitude, et c'était dit dans le documentaire. Et alors, à un moment donné, il y a un extrait où c'est un type qui parle dans les années 70, au début des années 70, et qui critique les céréales de petit déjeuner, en disant que c'est plein de sucre et qu'en fait, c'est présenté comme quelque chose de bon à la santé, alors que c'est hyper calorique. Incroyable, tu te rends compte? Donc déjà, il y a 50 ans, il y avait déjà des gens qui savaient que c'était de la merde, les céréales de petit déjeuner toutes Mais il n'avait sucrées, pas assez là. d'argent pour le faire marquer partout. Alors il s'est fait, on lui a coupé la parole. Il s'est fait lyncher. Donc en fait, il y avait un espèce de contradicteur, on voyait sur l'extrait à la télévisuel, il y avait un contradicteur qui lui disait mais non, c'est des bonnes céréales, c'est bon pour la santé, vos arguments sont nuls. Enfin bref, puis en fait le type était marginalisé puis décrédibilisé, tu vois. C'était genre un peu le complotiste de l'époque. Ah mais là, Parce que un complotiste, on va dire, qui avait raison, quoi. Qui a surtout Ah oui, des... mais le problème, c'est que de nos jours, des fois, il y a des complotistes qu'on tord, voilà, ceux qui pensent qu'on te met des puces 5G dans le nez quand tu fais un test PCR. Et puis, il y a des complotistes, en fait, qui sont juste en avance sur leur temps. Ça dépend des sujets, puis ça dépend de quoi on parle. Mais voilà, donc, as usual, évitez à tout prix les produits qui contiennent du sucre ajouté, sirop de glucose, de fructose, et tout le tout team. Ouais, non, mais moi, ça me rappelle le documentaire que j'avais été voir il y a quelques années au cinéma qui s'appelait Sugarland. Et pareil, bah, ça montrait de toute façon les méfaits du sucre. Mais de toute façon, quand on regarde les compositions, la liste des ingrédients des aliments qu'on achète, s'ils sont pas, on va dire, nature, bah, on voit qu'il y a toujours du sucre en fait. Il y a toujours premier ingrédient ou deuxième ingrédient, sucre ou sucre de canne pour donner bonne conscience, comme si c'était meilleur, quoi. Mais ouais, c'est sûr que. Et dans le même ordre d'idée, je voulais rebondir sur un autre documentaire sur Arte que j'ai pas encore fini, qui avait l'air où j'ai appris pas mal de choses. Ça s'appelle, alors je l'ai laissé ouvert. Il s'appelle Toutes musclées, trop musclées. Donc toutes musclées sur la chaîne Arte et sur l'image il y a marqué trop musclé. Donc j'en ai vu une demi-heure, ça dure 1h20. Et donc bah c'est hyper intéressant sur l'évolution du sport chez les femmes. Donc il y a pas mal de trucs en rapport avec la muscu. On voit des influenceuses, on voit des filles qui étaient professionnelles en foot, en rugby, tout ça, qui parlent de ça. Et donc il y a tout un historique, et c'est hyper intéressant. Donc toi Fabrice, a priori tu as une télé parce que tu conseilles de regarder la chaîne Arte sur la télé. Moi je conseille sur YouTube parce que j'ai pas de télé. Donc on voit que tu es encore dans l'ancien temps. On voit que tu n'as surtout pas compris que maintenant, on allait sur arte.tv, www.arte.tv, puis tu pouvais regarder sur l'ordre d'Irudi. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Bon, Fabrice, j'en ai une bonne. Je ne suis pas content. Je reçois Ah, un message d'insulte suite à ta vidéo les biceps avec élastique. ah, Il y a quelqu'un qui m'a pris sans doute pour toi, qui m'a dit un truc du style, mais quel escroc, t'as pas honte de faire une vidéo sur des biceps en 15 minutes avec élastique, c'est n'importe quoi, honte à toi. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? oui, alors effectivement, j'ai publié une vidéo il y a pas longtemps qui s'appelle Biceps avec élastique. Et cette vidéo avait du sens pour celui qui a écouté le commentaire de la vidéo. Évidemment, si vous n'avez regardé que le titre, ça n'a pas de sens. En gros, comme j'avais dit, là, dans ma démarche de m'entraîner au poids de corps, depuis plusieurs mois, j'ai dit, il y a un problème avec deux groupes musculaires, c'est les biceps et le dos. Bon, alors le dos, voilà, j'en ai déjà parlé. Il faut essayer de trouver une alternative aux tractions. On peut faire les tractions sur une porte, mais c'est beaucoup plus difficile. On peut utiliser une table pour faire du rowing inversé au bord d'une table, ou éventuellement on peut utiliser un TRX et puis on fait du rowing au TRX. Bon, voilà, on se débrouille à peu près, même si pour le coup là la muscu ça manque un peu. Mais pour les biceps, c'est vrai qu'on est très embêté parce qu'il n'y a pas vraiment d'exercice pour les biceps, hormis une espèce de curl au TRX qui est tout naze, qui sert à rien. Et ben il y a pas. Et donc du coup la seule option qu'on a, c'est avec un élastique, c'est faire du curl en supination, du curl marteau puis du curl marteau en travers, en utilisant un élastique qu'on passe sous les pieds. Et en fait, c'était ce que je proposais dans la vidéo, où je proposais une séquence voilà, d'exercices qui était fait dans un ordre précis en plus, de manière assez intelligente, je l'avais pensé.
Et puis, j'expliquais dans la vidéo que comme on n'avait qu'un élastique à disposition, on était obligé de tout baser sur ce on appelait le stress métabolique. Voilà, je rappelle les trois facteurs de la croissance musculaire, le stress mécanique, le stress métabolique et puis la progression. Sauf que là, avec l'élastique, la progression, c'est pas très simple à mettre en place. Éventuellement, on peut, mettre un petit peu de jeu au niveau de l'élastique quand on le passe sur les pieds pour qu'il soit un peu plus court quand on l'utilise. Stress mécanique, bah, il y en a pas beaucoup, à moins d'utiliser un élastique qui est très fort, mais du coup, après, il se retrouve trop fort. Donc, voilà. Et du coup, bah, on basait tout sur le stress métabolique. Et donc, on faisait, c'est ce que je montrais dans la vidéo, beaucoup de séries sur la séquence d'exercices que je proposais, voilà, plusieurs fois de suite. Et en gros, quand on prend pas de temps de repos puis qu'on alterne le bras droit, le bras gauche, qu'on fait 20 reps à chaque fois pour les 4 exercices que je proposais, et ben ça fait 15 minutes. Et d'où mon titre, muscler les biceps avec un élastique en 15 minutes. Sauf que j'ai dit bien en préambule de la vidéo que c'est pas comme ça qu'on aura les bras de Ronnie Coleman. Mais que, puisqu'on ne dispose que d'un élastique, c'est le mieux qu'on puisse faire. Donc en fait, tout était très bien expliqué. Mais comme les gens n'ont ni regardé la vidéo, ni écouté les commentaires, et ben voilà, Non, j'étais accusé à par ta tort. faute, quoi. Mais alors, c'est très drôle parce que sur cette vidéo-là, il y a quelqu'un qui m'a dit, donc je cite Emmanuel, il s'appelle, il me dit bonjour Fabrice. Déjà, il dit bonjour, c'est sympa. Il doit être de notre génération. Je suis étonné du physique que tu affiches. C'était pas flagrant dans les autres vidéos, mais sur celle-là, tu affiches vraiment un très bon physique musclé et ça m'étonne un peu. Alors, j'adore. As-tu recours aux effets spéciaux? Ouais, ça m'étonne. T'as plusieurs, tu vois, il y a plusieurs lectures dans la phrase. Un, ça m'étonne un peu. Bah, d'habitude, t'es pourri, et puis là, t'as l'air pas mal. Je suis un peu étonné. Bon, encore, c'était pas flagrant dans les autres vidéos. Donc, dans les autres vidéos, t'étais pourri. Bref. Et puis là, t'as l'air pas trop mal. Alors, je vais expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que les vidéos, je les fais toujours à la fin de mon entraînement normal. Et donc, bah, du coup, il peut arriver que je sois un peu congestionné des bras, ou à l'inverse, il peut arriver que je sois complètement à plat parce que j'ai fait d'autres trucs avant qui avaient plus mis l'accent sur les cuisses ou que sais-je, ou simplement ma séance a duré trop longtemps, puis comme chacun sait, au bout d'un moment, quand ça dure trop longtemps, on n'a plus de congestion, mais on est plat en fait, on est même on paraît visuellement moins gros qu'avant d'avoir commencé la séance quand on en fait trop. Et donc du coup, il y a ce fait-là qui joue. Et puis il y a un autre truc que tout le monde connaît si vous avez fait une sèche, si vous êtes relativement sec, c'est que quand on n'est pas très gras, eh bien, dès qu'on s'entraîne un peu, ça change tout de suite visuellement l'effet. Hein, Rudy le sait bien, quand il était très très sec, eh ben, il était habillé, on a l'impression qu'il faisait pas de muscu. Euh, Ah, habite-toi quand même. Il enlevait son t-shirt, bon, il paraissait tout plat puis tout pas musclé, et puis tout d'un coup il s'entraînait pendant un quart d'heure, et puis là il gonflait de partout, tout était magnifique, et ça faisait un gros changement. Et puis donc, il s'entraînait toute la journée pour pas dégonfler. Voilà. Le mec en rajoute. Voilà, et en fait, non, tout ça pour dire que quand on est sec, visuellement, il peut y avoir beaucoup de différences parce que bah, soit on peut être légèrement congestionné, soit on est normal, ou soit on est plat, et puis bah, ça change beaucoup. Et c'est purement mécanique. Imaginez quelqu'un qui a 40 de bras, dont 5 centimètres de gras. Admettons, le type, si, entre guillemets, il est plat parce que ses muscles, son vrai muscle dans le tour de bras, manque de sucre et n'est pas en, comment on dit, ne fait pas de rétention d'eau et tout le tralala, ça va pas beaucoup changer sa mensuration vu qu'il y a Bon 5 bah, centimètres autant de être gras, gras. Fabrice, alors, au jour le jour. Attends, C'est gras. Si je veux paraître balèze, faut que je sois gras. En fait, du coup, quand le type est plat et musculairement plat parce qu'il a vidé son muscle du sucre et de la rétention d'eau, ça se voit pas tant parce qu'au final, de toute façon, il y a du gras. Et à l'inverse, quand il fléchit son bras, quand il passe du bras fléchi à bras tendu, il n'y a pas non plus beaucoup de différence vu que son bras, c'est beaucoup de gras et du coup, Non, mais bah, il n'y a aucun avantage à être sec, quoi. attends, laisse-moi finir. Il peut pas contracter le gras. Donc, c'est pour ça que bras tendu puis bras fléchi, il n'y a pas tellement de différence quand on est gras. Et enfin, le type qui est gras, qui s'entraîne, qui fait une séance et puis qui congestionne, ben, le gras ne va pas congestionner. C'est que le muscle, il y a que la partie muscle sous le gras qui va congestionner. Mais comme, en fait, il n'a pas tant de muscles que ça, si la partie muscle, elle congestionne puis elle augmente, je sais pas moi, de 10%,
Et ben au final, son tour de bras va pas lui augmenter de 10%, parce qu'en fait, toute la partie gras, elle congestionne pas. Et donc du coup, c'est pour ça que plus on est gras, moins entre guillemets il y a de différence entre différents états, c'est-à-dire plat, un peu congestionné et normal, et moins il y a de différence bras fléchis et bras tendus. Et donc en fait, comme moi je suis assez sec, et ben il y a Waouh, beaucoup. calme-toi, calme-toi. On aimerait des preuves. Est-ce qu'on peut avoir une photo d'abdos? Bah, j'en ai mis une de photos d'abdos Bon, sur le ouais, mais bon, forum il t'étais y a un pas peu très gras dessus, longtemps. moi, je trouvais, hein. Ouais, moi j'ai pas trouvé que j'étais très grave, je dis, mais bon, bref. Donc, comme moi je suis un peu sec, et ben effectivement sur les vidéos il y a beaucoup de variations. Et en l'occurrence là sur la vidéo de curl, bah, je suis un peu congestionné vu que du coup je suis en train de faire le curl, et puis je fléchis le bras. Donc bah forcément on voit des choses un peu plus que sur d'autres vidéos comme la vidéo où je fais le chien qui pisse, où là bah, j'ai les bras tendus et tout ça. Donc ceci explique cela. Ouais, mais donc, au final, t'as un bon physique ou t'as pas un bon physique? On sait plus à la fin. Bah, moi-même je ne sais plus mon cher ami. Que dit ta femme? C'est ta femme qui doit décider. Oh, avec ma femme, tu sais, c'est jamais assez. Mais j'ai déconné, parce qu'en fait, je lui ai trop fait regarder les Mister Olympia, Kevin Levron, tout ça. Je lui ai fait regarder comment dire, les entraînements de Kevin Levron aussi. Alors, tu parles après, que veux-tu? Mais est-ce qu'elle te voit t'entraîner aussi? Ah ben, elle me voit m'entraîner tout le temps, oui. Elle dit d'ailleurs que je suis pas assez récompensé par rapport à tous les efforts que je mets à l'entraînement. Mais bon, c'est comme ça. Alors, deuxième truc, je me suis aussi fait chambrer sur mes histoires de pompes. Parce que la dernière fois, j'avais dit que voilà, si je me teste pour faire des pompes, en général, j'en fais entre 30 et 40 en C'est pas m'entraînant un terrible, petit hein? peu. Ah ouais, c'est ça. En m'entraînant un petit peu, je monte rapidement à 45. Mais c'est vrai qu'après, pour dépasser les 45, il faut vraiment que je fasse un planning exprès pour ça, ce que je fais jamais, vu que je m'en fous. Et donc, je me suis fait chambrer. Donc, je voudrais commenter ce truc-là. Alors, c'est vrai que 30 ou 40 pompes, ça paraît pas beaucoup quand on voit des trucs sur Internet qui vous disent comment faire 100 pompes ou des vidéos qui te disent oui, j'ai fait 100 pompes d'affilée tous les jours pendant 30 jours. Puis là, tu vois un avant-après. Donc, avant, tu as un type Gragalet. Après, t'as, sur la petite vignette de la vidéo, tu as Ronnie Coleman. En gros, hein, c'est à peu près ça. Donc, c'est sûr que quand on est biberonné à toutes ces vidéos à la con, on se dit 30 à 40 reps de pompe, c'est un petit peu ridicule pour Putain, quelqu'un tout qui ça nous pour tout ça. ça, tout ce Ouais, tout ça blabla pour pour toi, la ça. 40 pompes. C'est ça, c'est ça. Donc aussi, c'est un peu ridicule. Alors déjà, il faut s'entendre sur comment on fait des pompes aussi, hein, parce que si c'est comme je vois des fois à la plage des gens qui font soi-disant du gainage et puis en réalité qu'on les fesses soit très très en l'air, comme quand moi je fais un chien tête en bas, ou soit complètement au sol, comme quand moi je fais un chien tête en haut, forcément c'est déjà pas la même chose. Donc déjà les pompes, il y a plusieurs manières de les faire Ah oui, non, mais selon les. c'est facile de tricher. On en voit plein Voilà, c'est très très, ouais, qui sont c'est pas des ça. pompes, quoi. C'est très très facile de tricher aux pompes. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que la vérité, c'est que quand on s'entraîne régulièrement, eh ben, c'est quand même difficile d'être performant aux pompes si jamais c'est pas notre but principal. Parce que quand on fait de la muscu, même au poids de corps, hein, comme je fais là, et a fortiori avec barre haltère, on a toujours les épaules en fait qui sont en permanence un peu fatiguées. Et donc, du coup, si jamais on fait un test de pompe, il n'y a pas 50 000 moments pour le faire. Soit on le fait après sa séance normale, mais déjà on va être fatigué, donc on va pas en faire beaucoup parce que a priori on a fait sa séance normale. Si vous aviez fait une séance bras avec les triceps, bah, vous n'allez pas faire beaucoup de pompes à la fin. Si vous aviez fait une séance pec, vos pecs sont déjà fatigués, vous n'allez pas faire beaucoup de pompes à la fin. Même chose avec les épaules. Si vous avez entraîné les cuisses, vous êtes crevé et vous n'allez pas non plus faire beaucoup de pompes à la fin. Autre option, c'est à un moment donné dans l'après-midi, vous vous ennuyez et vous dites, ah bah tiens, si je faisais une série de pompes. Sauf que bah, comme vous vous êtes déjà entraîné par exemple le matin, si c'est mon cas, et ben vous êtes dans la fatigue de votre séance du matin et puis ça va pas être non plus un bon moment pour faire une performance. Et donc du coup, il vous reste en gros de tenter le maximum de pompes avant votre entraînement proprement dit. Et en gros, c'est à peu près le seul moment où vous pouvez tenter de faire une perf. Mais sinon, en permanence, vous n'êtes pas optimisé pour faire une perf. D'où le fait qu'à chaque fois, ben, si j'essaye, et je peux vous dire que j'essaye pas souvent parce que ça sert strictement à rien, et ben ça fait entre 30 et 40 pompes selon ma fatigue des épaules du moment et ma forme du moment.
Et donc voilà, ça semble faible, mais de mon point de vue, c'est pas si faible que ça. Comme je regarde d'autres gens faire des pompes à la plage, si ça arrive. Je suis à 2 doigts de proposer un concours de pompe, Fabrice, sur les forums Superphysique, où on offrirait peut-être en récompense des compléments alimentaires Superphysique. Je suis à 2 doigts pour voir effectivement qui fait quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, bon, je sais pas trop, mais hein, Ben, j'espère que effectivement. notre chef Force Vegan sera numéro 1 quand même. Eh Alors, ouais. je finis sur un dernier truc, après on attaque les questions des forums. La semaine dernière, tu parlais de Top Gun, donc je me suis dit, bah tiens, moi je l'ai pas beaucoup vu quand j'étais gamin, parce que c'est pas trop ma génération, donc j'ai re-regardé Top Gun. Et, Le euh, 1. et donc ça m'a surpris parce que, comme tout bon film, je sais pas si c'est années 80 ou 90, je sais plus ce que c'est, et ben en fait ça passe hyper vite. On n'a pas le temps de s'ennuyer, ça change vraiment des films d'aujourd'hui où tu te fais chier comme un rat mort. Là en fait ça passe super vite. Il y a pas d'histoire, en fait il y a pas d'histoire, on est d'accord, il y a zéro histoire. Franchement le scénar est à dormir debout, mais ça se regarde, c'est gentil et tout. Et je n'ai pas trouvé malheureusement une seule seconde que tu ressemblais à Tom Cruise. Malheureusement, je le vois sur la plage, je vois bien qu'il est 4 fois comme toi. Toi tu ressembles plus à Iceman quoi. Ah ouais. Euh... C'est dit, Iceman, je crois qu'il était pas mal, je me souviens plus. Ah Ouais, mais donc ils ça, sont tous bien, ils sont tous bien. c'est 86, ça date de 86 Tom Cruise, et donc tu as pu voir la scène mémorable où tout le monde joue au volet sur Bien la sûr. plage, tout ça. Exactement, et les mecs sont bien, mais sont pas non plus super bien. Car ils sont bien, ils sont athlétiques, ils sont sportifs, pour la plupart des gens, c'est super. D'un point de vue muscu, je me dirais, ils ont un petit peu de gras, ou, je dirais, ils sont pas si gros, ils sont pas si musclés que ça. Et puis bon, on voit l'histoire avec la fille qui est hyper facile. Ah, je me suis dit, bah forcément, si toi t'as été éduqué comme ça pour séduire une femme, dis-nous, je comprends. Je comprends. Je comprends tes conseils maintenant. Ah, ça dépend parce que tu avais aussi, je sais plus quoi, Sauvé par le Gong ou je ne sais plus quelle Ah série. putain, comment il Et s'appelait le gars? Screech ou je sais plus quoi, un truc du style, là. je ne sais plus. Allez, on va pas reparler de ça, mais bon, il y avait aussi moult séries qui te donnaient de très mauvais conseils pour draguer. Enfin, allez, je finis là-dessus. Pour tous les amateurs de Dragon Ball, je me suis sacrifié pour aller voir le film au cinéma, parce que Fabrice, figure-toi qu'il y a un nouveau film Dragon Ball qui est sorti. Dragon Ball Super Héros. Et ben, c'est une belle daube. C'est une belle daube. Franchement, c'est pire que le dernier était déjà pas folichon, mais au moins, ça s'entraînait tout ça. Là, il y a rien de rien. C'est vraiment, c'est catastrophique. Euh, Ouais, et Rudy, tu penses pas simplement que peut-être à l'âge de 35 ans, tu trouves ça moins fun d'aller non. regarder Dragon Ball Z? Non, parce que, bon, toi, tu suis pas, mais si t'avais regardé Dragon Ball Super, qui était sorti là pendant quelques années toutes les semaines, et ben c'était pas si mal. On aurait pu critiquer, mais c'était pas si mal. Les gars s'entraînaient, les transformations étaient un peu rapides, mais c'était pas mal. Et là, bon bah là, je vais pas spoiler le film, hein, mais de toute façon, il y a rien quoi. Il y a rien vraiment, c'est pathétique. Il y a même pas d'entraînement. C'est un peu ce qu'on voit sur le net, c'est comme les biceps en 15 minutes avec élastique quoi. Et le gars s'énerve et puis hop, il a une nouvelle transformation. Tout est facile, il y a plus besoin de s'entraîner, il y a plus rien. Alors que Ouais, non, normalement, faut s'entraîner quoi. ouais, c'est ça. On a bien compris que nous, ce qui nous plaisait dans les films, que ce soit les Rocky, les Dragon Ball Z ou Kickboxer avec Van Damme, c'est qu'il faut qu'on voit le type qui s'entraîne et puis qui devient meilleur avec son entraînement. Ouais, et puis Donc qui en s'il y chie a, quoi. Tu vois vraiment voilà, il y a un peu de mérite quoi. Là, il y a s'il y a zéro pas, mérite. Là, tu s'il y vois a, Piccolo et Sangohan, il y a zéro mérite quoi. Ils ont des nouvelles transformations, mais tu dis mais elles sortent d'où ces transformations? Ils ont rien fait quoi. Tu l'écoutes et tu dis mais attends, bah forcément après tu regardes ça. Si t'es gamin, tu dis ah bah oui c'est ça la vie. Bah ouais, ouais, c'est ouais. ça. S'il n'y a pas ce processus de développement et de travail et d'amélioration de soi, on n'aime pas. Ah ouais. Ah non, on n'aime pas du tout. On n'aime pas du tout. Alors, j'ai sélectionné maintenant quelques questions, puisque c'est quand même un podcast de musculation. Et je voulais commencer par une question de notre chouchou Bengenou. Si tu te souviens, Fabrice. Ouais, je me souviens. Je suis en pleine réflexion concernant une problématique qui touche nombre de nos concitoyens en méforme. Pensez-vous qu'à notre époque, où nous souhaitons privilégier les médecines douces et alternatives, nous pourrions être amenés à prescrire des séances cuisses de guerrier pour traiter la constipation chronique? Il me semble avoir entendu un jour Michael Gundil dire que si on ne s'était jamais chié dessus pendant une séance cuisse, c'est qu'on n'avait jamais vraiment poussé. J'en conclus que les séances cuisses avec le spirit pourraient aider certaines personnes à lâcher prise. Est-ce le remède de grand-père pour lutter contre ce fléau en ce temps où les fibres sont boudées au profit de la croûte de Fabrice?
Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je sais pas si la question elle est sérieuse ou pas, ni trop. Ce qui veut dire, on va supposer qu'il parle de la constipation, qui est en général un truc de fille et pas un truc de mec. Mais j'avoue, j'ai jamais très bien compris le problème. Déjà, il suffit de, il suffit Merci Fabrice, merci, merci. Il suffit de manger des pruneaux tous les soirs. Ça, je vois pas comment c'est possible même d'être constipé. Et si ça marche pas, ben, il suffit d'en manger plus. Ça me paraît très simple. Après, il y a un truc là qui vaut la peine d'être dit. Et on va retomber sur quelque chose dont j'avais parlé quand tu n'étais pas là, sur la modernité. Et ça, c'est un truc que j'ai lu plusieurs fois. C'est que nos toilettes modernes à l'occidental, où on s'assied, et elle favorise en fait la constipation parce que c'est pas une bonne position pour déféquer, voilà, pour employer un mot un peu tabou. En fait, c'est pas la bonne position pour chier, aller aux toilettes, dans les toilettes à l'occidental. Et c'est bien mieux ce qu'on appelle les toilettes turques où jamais personne n'a envie d'aller parce que ça fait un petit peu, ça fait un petit peu animal. Tu sais, en fait, on n'est plus habitué simplement, voilà, à s'accroupir pour chier. On n'est pas habitué. Sauf ceux qui font de la rando et qui dorment sous la tente, eux, ils sont habitués. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'est plus habitué à se mettre dans cette position-là. On trouve que voilà, que ça fait un petit peu animal et on n'aime pas. Mais en réalité, c'est une position qui est beaucoup plus naturelle. Et voilà, et je pense qu'il y a, et d'ailleurs c'est pas moi qui le pense, hein, je l'ai lu plein de fois, qu'il y a aussi un problème de posture quand on va aux toilettes, et c'est pour ça que les gens sont constipés. Après, blague à part, et comme moi je n'hésite pas à faire des blagues sur moi, je peux les faire, régulièrement, quand je fais mes abdos du bas ou des exercices de gainage, particulièrement le gainage oblique, j'ai remarqué que le gainage oblique et tout ce qui est abdos du bas, et ben ça a tendance en fait à faire quelque chose dans l'estomac et ça fait péter en fait. C'est des exemples Non mais ça c'est les lentilles, ça c'est les lentilles ouais, je Fabrice. sais pas, non mais j'ai remarqué, il y a quand même, ça c'est vrai, il y a des exos de muscu. Si je reprends sa question, pour moi c'est pas les cuisses, l'entraînement des cuisses ça le fait pas. Mais par contre, ouais, l'entraînement des abdominaux du bas, où ça fait prendre des positions un peu particulières. Et puis le gainage oblique, j'ai déjà remarqué qu'effectivement, ça faisait un peu, ça faisait péter en fait. Ça fait quelque chose dans l'estomac et il se passe un truc. Non, Donc mais voilà. ce qui est sûr, c'est que avoir suffisamment d'abdos, de force dans les abdominaux, donc de manière globale, ça aide à aller aux toilettes. Par contre, je voulais revenir sur le deuxième point. Il me dit, si on s'est jamais chié dessus pendant une séance cuisse, qu'on n'a jamais vraiment poussé. Donc, Michael Goni, alias Jérôme, dit souvent des phrases un peu comme ça pour choquer. Mais surtout, si vous vous chiez dessus en faisant les cuisses, c'est qu'il y a un gros problème. Hein. C'est que ça ne va pas. Ça ne va pas et d'un point de vue. Il parlait pas au sens figuré, au sens propre. Oui, 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 oui. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Et donc souvent, bah là, c'est les blagues de Jérôme qui sont un peu particulières. Mais surtout, c'est ce qu'il faut pas qu'il arrive. On avait fait une vidéo et un article sur le site Superphysique abdominaux et ventre plat où justement on expliquait que d'un point de vue santé, non d'un point de vue performance, mais on est d'abord pour la santé, bah mieux valait garder les abdominaux serrés, contracter le transverse lors des exercices de cuisse, des exercices même à la presse à cuisse ou autre, des fentes, n'importe lequel, parce que ça allait nous aider à nous prémunir contre des hernies abdominales, des hernies inguinales. Petite dédicace à Lucien qui nous écoute, à qui c'était arrivé. Mais ouais, surtout, il faut pas pousser comme un malade sur le bide et se chier dessus. Alors là, c'est sûr qu'on est en train de se détraquer. Et le but, encore une fois, de la muscu, de base, c'est la santé, c'est être en meilleure forme. Sur les conseils alimentaires, je pense que Fabrice a tout dit. Il suffit de bouffer des légumes, voilà, de manger des pruneaux, des trucs comme ça. Manger normalement, comme on le décrit régulièrement. Et puis ça va bien aller. Quant à la posture, bon bah, je sais pas, ouais, ça on l'a vu plein de fois, effectivement. Sinon, il suffit de voir un chien qui est en train de chier et on comprend très bien la position qu'il faut avoir. Oui, je sais pas si la comparaison est bonne, mais bon. Nous sommes des animaux, Fabrice, enfin. Mais voilà, effectivement, je pense que c'est un truc de la modernité qui est pas optimum et à mon avis, ça doit contribuer à toutes ces histoires de constipation. Alors moi, je la connaissais sous une autre version, ce truc de l'entraînement des cuisses, c'était si t'as jamais vomi après un entraînement de cuisses, c'est que t'as jamais vraiment entraîné les cuisses. Bah, je préfère Sauf que ça, moi, moi. ouais, ça fait un peu plus guerrier celle-là. Sauf que moi, ça ne m'est jamais arrivé de la vie.
sauf un coup, en ayant mangé une demi-heure avant ma séance cuisse, et encore, c'était un bien piètre vomissement. Donc, je sais même pas si je peux mériter le titre de guerrier. Mais à jeun, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie de vomir après une séance cuisse. Merde, peut-être que j'ai jamais entraîné les cuisses comme il fallait. On me dit. À mon avis, t'as raté ta vie, hein. T'as raté C'est ta vie. ça. Oui, t'es en enfer pour la peine. Alors, euh, une autre question. Donc, les séances cuisses sont pas le remède, mais avoir une bonne alimentation, faire des abdos, tout ça, et adopter les bonnes positions, comme d'habitude, bah, ça aide, hein. Voilà. Alors, question d'Alex qui nous dit, je sors d'une consultation chez mon ostéopathe qui a mis en évidence ma grande tonicité au niveau des quadriceps par rapport aux ischio-jambiers. Jusqu'ici, rien de transcendant. Je pense que nous sommes beaucoup dans ce cas. Je lui ai parlé de mon entraînement afin de mettre plus l'accent sur les ischios et donc de s'approcher d'un meilleur équilibre entre ces deux muscles antagonistes. Ce à quoi il a répondu très favorablement. Maintenant, je sais que le sujet a déjà été un peu traité, mais pas nécessairement dans un sujet dédié. Comment changeriez-vous une séance jambes typique pour mettre beaucoup plus l'accent sur les ischio-jambiers, sachant que Alex il s'entraîne à la maison. Quelques pistes. Séance 1, squat avant, hip thrust, fente, soulevé de jambes tendues, mollet. Donc lui, il changerait l'ordre et il mettrait hip thrust, soulevé de jambes tendues en premier. Ou, deuxièmement, diminuer le volume sur l'exercice de quadriceps et garder le même sur ce axe ischio. Donc il passerait de 3 séries à 4 séries sur l'exercice d'ischio, seulement à 3 séries sur l'exercice plus quadriceps. Ou enfin, ajouter ou modifier un autre exercice pour les ischio-jambiers. Mais dans ce cas-là, lequel? Donc Fabrice, toi le spécialiste de l'entraînement à domicile, comment vous faites pour les ischios? Sans matériel, Ouais, alors après, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, je me méfie un peu de tout ce qu'on entend chaque fois qu'on va chez l'ostéopathe ou le chiropracteur ou que sais-je, parce que T'as chaque toujours fois quelque chose de bizarre. ouais, il y a toujours un truc bizarre, souvent quand tu vas là-dedans. Alors, parfois, peut-être que c'est juste, parfois, des fois, on se demande s'il fallait pas dire un peu quelque chose. Et donc, après, tu en finis par tout changer ton entraînement pour finalement un conseil dont tu n'étais pas si sûr que ça. Donc ça, c'est le premier point. Après, effectivement, isoler les ischio-jambiers quand on s'entraîne à domicile et qu'on n'a pas la fameuse machine leg curl, c'est point simple. Parce qu'en gros, il y a deux options. C'est toutes les variantes de soulevé de terre jambes tendues, mais on sait que le soulevé de terre jambes tendues, c'est pas top non plus pour le bas du dos. Donc, dans mon livre Musculation avec haltères, je conseille de faire du soulevé de terre jambes tendues, mais jambes tendues ou quasi tendues d'ailleurs, selon votre souplesse, mais très léger en fait. Et voilà, juste histoire d'activer de manière directe les ischio-jambiers, mais le faire de manière légère, pas pour performer dessus. Si on a un banc à lombaire, eh ben on peut le substituer le soulevé de terre jambes tendues par des extensions au banc lombaire. Là, on va pouvoir forcer un peu plus parce que là, il y a pas de risque. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est toutes les variantes de ce qu'on appelle le Nordic curl, là où en gros on fait un leg curl avec son poids de corps en mettant les pieds sur un point fixe. Sauf que ça, je n'en parle pas dans mon livre Musculation avec haltères parce que j'ai déjà essayé et en fait, je n'ai pas été satisfait par ce truc-là. C'est casse-gueule, c'est difficile. Au début, on n'est pas assez fort, donc on fait que la phase négative. Ensuite, on essaye de s'aider de ses mains pour faire la phase positive. Tout ça, c'est compliqué, c'est merdique. Et c'est vrai que c'est point simple d'isoler les ischio-jambiers quand on n'a pas la fameuse machine leg curl couché ou leg curl assise. Cela dit, moi je suis pas sûr qu'en s'entraînant à domicile, on atteigne comment dire une différence si flagrante entre les quadriceps et les ischio-jambiers qui fait qu'on s'entraînerait des problèmes au niveau des genoux ou que sais-je. Parce que quand on fait voilà du squat gobelet ou même du squat avant avec une barre, quand on fait des fentes avec haltères, à chaque fois, en fait, le quadriceps travaille avec les ischio-jambiers. C'est pas comme quand on fait une machine à hack squat à la salle, où là, ben, on peut charger lourd, et puis selon la morphologie, on peut taper presque entièrement dans le quadriceps, et les ischio-jambiers vont pas être sollicités. Et quand on fait avec barre haltère, les ischio-jambiers, ils sont sollicités tout le temps, donc du coup, je sais pas si on arrive à avoir un tel déséquilibre qui peut poser des problèmes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il peut y avoir aussi un déséquilibre qui n'est pas dû à un muscle qui est plus fort, qui est significativement plus fort qu'un autre, quand on parle de deux muscles antagonistes, mais à des problèmes d'étirement. Et peut-être qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il étire un peu plus son quadriceps en fin de séance
pour redonner, pour équilibrer entre guillemets la tonicité des deux muscles. Voilà, cet équilibre, il peut se faire soit avec les étirements, soit avec un renforcement musculaire. Donc voilà, peut-être que ça aurait besoin d'être étiré. Oui, Voilà ce que j'ai à dire, Rudy. oui, bah, je vais compléter rapidement. Effectivement, normalement, quand on fait les exercices pour le bas du corps où il y a une flexion de genou et que les hanches bougent aussi en même temps, il y a une extension de hanche, et ben normalement les quadriceps et les ischios se contractent tous les deux. Sauf que on le sait et on le voit assez bien d'un point de vue morpho-anatomique, on va avoir des prédispositions en fonction de la longueur de nos muscles, notamment, et il y a souvent l'un qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Sur le bas du corps, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent on a soit quadriceps fessiers, et les ischios, ils sont un peu raplapla, ou on peut avoir fessier ischio, ça c'est un peu plus rare, ou on peut avoir quadriceps ischio, dans ce cas-là on n'a pas de cul. Donc ça se voit aussi assez régulièrement. Et donc en fonction de ça, c'est vrai qu'on peut avoir des grosses différences en termes de développement musculaire et en termes de force. Et là, dans les séances que montre Alex, et Fabrice l'a bien dit, c'est qu'en fait, il n'a pas de flexion de genou en fait. Donc il a que des extensions de hanches pour travailler les ischios, donc hip thrust et soulevé entendu. Et donc à domicile, c'est vrai que c'est hyper compliqué d'avoir des exercices efficaces, notamment si on devient très fort. On revient à ce que disait Fabrice, si je précise un peu, sur du squat avant, qui fait beaucoup les quadriceps, ou des fentes, si on ferait des fentes avec un petit pas, au lieu d'écarter à fond pour que ça passe plus la chaîne postérieure. Donc normalement, les déséquilibres sont assez minimes. Maintenant, et je rebondis aussi sur ce qu'a dit Fabrice, c'est que avec nos habitudes de sédentaires, si on est beaucoup assis, et on en avait parlé avec Scart, je crois, il y a quelques podcasts, d'ailleurs, ils m'ont envoyé un message la semaine dernière pour nous remercier de nos conseils qui ont porté leurs fruits. Il y a beaucoup moins mal au dos. Quand on est tout le temps assis, en fait, ce qui se passe, c'est que les fléchisseurs de hanches, donc le droit antérieur, notamment des quadriceps et des psoas-iliaques, là on va s'attarder sur le droit antérieur, mais en fait, ils sont toujours en position raccourcie. Souvent, on est assis, donc les hanches un peu fermées, les jambes tendues, donc ou même les jambes fléchies, voilà, et toujours en raccourci. Et donc, dès que on va faire un exercice, en fait, rappelez-vous que un muscle qui est toujours en position raccourcie, qu'on renforce pas, on va dire, dans toute son amplitude, du moins dans plus d'amplitude, aussi bien en étirement qu'en raccourcissement, mais en fait, il devient faible et il se laisse plus étirer. Et ça peut effectivement générer un manque de souplesse au niveau du droit antérieur, ce que l'ostéopathe a pu dire, ils sont trop toniques. Ils sont trop toniques parce qu'ils sont trop faibles. Et ce droit antérieur-là, c'est un muscle qu'on travaille presque jamais parce que, à tort, avant, quand on faisait les abdominaux, ce qui était recommandé, c'était ce qu'on appelle des sit-ups, des relevés de buste, et donc ça le faisait beaucoup. Et on a dit, pour travailler les abdominaux, il faut surtout pas faire ça, il faut que le mouvement se passe au niveau du bas du dos. Il faut enrouler le bas du dos, soit par le haut, soit par le bas, notamment pour travailler le point droit. Et donc on arrête de travailler ce droit antérieur, à part un petit peu, avec du leg extension, et avec certains qui ont de la chance lors d'exercices de cuisse classiques, mais ça c'est une minorité. Encore une fois, il y a une compétition de recrutement entre les différents groupes musculaires. Tout à l'heure, on a dit donc fessiers, quadriceps, ischio, mais aussi au sein d'un même muscle entre les différents chefs. Et donc souvent, le droit antérieur participe pas bien sur les exercices comme le squat avant, sur les fentes un peu mieux parce qu'il est étiré, mais sur le squat avant, la presse, le hack squat, le squat, toutes les variantes de squat, en général, ça le fait pas trop. Donc, si on l'entraîne pas et qu'on est toujours dans cette position un peu sédentaire, et ce qui se passe, c'est que effectivement, on peut avoir les quadriceps trop toniques, mais non pas parce que ils sont trop forts, mais parce qu'on est trop faible, parce qu'on n'a pas renforcé ce muscle-là. Et donc, pour le renforcer, c'est pas compliqué. Il faut travailler ce muscle-là en isolation. Et comme c'est un fléchisseur de hanche, contrairement aux autres chefs du quadriceps, il faut faire, par exemple, des relevés de genoux suspendus pour renforcer la position raccourcie. Il faut faire, par exemple, des crunchs déclinés en ayant les jambes calées pour travailler plutôt en étirement. Après, on peut faire même des relevés de jambes suspendus. C'est un peu plus dur si on a vraiment le droit antérieur faible là. Et en le renforçant, Alex, en plus des étirements que Fabrice t'a préconisé pour te détendre, si tu t'étires et qu'en plus tu le renforces sur plus d'amplitude, normalement, cette tonicité, cette trop grande tonicité au niveau du quadriceps va s'estomper. Et donc, il y aura plus ce problème aussi de déséquilibre de tonicité entre les deux. Même si effectivement, à domicile, pour les ischios, c'est un peu compliqué, notamment dans la fonction de flexion de genou. Là, tu peux pas faire grand-chose. Tu peux faire quelques bidouilles, mais ces quelques bidouilles, à contrario, du squat avant, ou des fentes en termes, on va dire, de sollicitation, d'intensité de sollicitation. Mais voilà, faut bien avoir en tête qu'un muscle qui veut pas se laisser tirer trop tonique, c'est pas qu'on est trop fort. Souvent, c'est qu'on est trop faiblard. Et donc, quand on est trop faiblard,
et ça veut pas. Et effectivement, renforcer ses ischios, on va dire, sur la flexion de genou, donc de manière active, en faisant par exemple un leg curl, ça consiste en fait en un étirement actif, si on inverse le truc, du dos antérieur du quadriceps. Donc c'est la même chose. Si on étire, et Fabrice fait beaucoup d'étirements actifs là-dessus. Si on fait les ischio-jambiers en flexion de genou, donc leg curl allongé, leg curl assis, c'est mieux leg curl assis, si on peut avoir plein d'amplitude, ou même leg curl debout à une jambe, qui peut se faire aussi un peu à la poulie. Et dans ce cas-là, on va étirer les quadriceps et donc on va avoir moins de tonicité, un différencement d'un point de tonicité entre les deux et ça devrait aller mieux. Voilà. Ouais, je finis juste parce que sur l'ordre qu'il proposait, éventuellement le hip thrust, on peut le faire en premier. Par contre, évidemment, le soulevé de terre jambes tendues, il faut le faire à la fin de la séance et pas en deuxième exercice avant de faire du squat parce qu'on ne veut pas très fatiguer les lombaires avant de faire des exercices de squat. Donc le soulevé de terre, le soulevé de terre jambes tendues, je le ferai toujours à la fin, moi, et jamais au début. Pareil, les extensions lombaires, je les ferai toujours à la fin et jamais au début de la séance parce qu'on veut avoir des lombaires les plus forts possibles quand on fait des exercices avec du poids sur le dos, comme le squat avant ou le squat arrière. Ou même les fentes, même si les lombaires participent pas directement, on n'a pas envie d'être fragile dans cette zone-là quand on fait des fentes. Donc voilà, tous les exos qui fatiguent le bas du dos, moi, je les fais en fin de séance, c'est ce que je recommande. Par contre, le hip thrust, on peut le faire au début, histoire d'activer un peu les fessiers, etc. Mais bon, ça va pas, par rapport à la problématique qui citait, je pense pas que ça change grand-chose. Bon, Ouais. voilà, Alex. Donc, en gros, t'es faiblard et entraîne-toi. Ouais, t'as dit souvent, enfin c'est pas toujours ça. Parfois quand on est vraiment trop fort de Oui, l'avant d'épaule, hein, c'est pas toujours. bien sûr, bien sûr. On a un muscle n'est pas hypertonique que parce que il est faiblard, comme a dit Rudy. Hein, ça dépend des cas. Alors, il y a une autre question qui m'intéressait. Donc, c'est une question de Abdou qui dit: je réfléchis depuis quelque temps sur l'endurance de force. Comment cela pourrait plus aider non seulement à la performance, mais aussi à la santé, puisque j'ai vu des recherches faisant le lien entre la santé musculaire et les mitochondries, qui pourraient être développées grâce à l'endurance de force. Donc c'est vrai que depuis quelques podcasts, on parle de l'endurance de force, qui sont des efforts qui sont compris en général à moins de 60% de son maxi. Donc par exemple, si vous faites 100 kg de développé couché, c'est à moins de 60 kg. Mais on en parle pas mal, notamment d'un point de vue santé, parce qu'on s'est aperçu que ces histoires de la force et la qualité primordiale de la santé, blablabla, en fait, étaient largement surestimées. On nous disait la force, on ne disait pas quelle force, et on s'est aperçu avec Fabrice, avec le temps, que finalement, ce qui faisait qu'on était en bonne santé, c'était d'avoir une bonne endurance globale, donc on parlait du cardio, une bonne endurance au niveau local, moi j'appelle ça la VO2 locale, et on va y revenir un peu en détail, et puis d'avoir une bonne souplesse, ce qu'on peut appeler aussi une bonne mobilité, si on arrive un petit peu avec la notion de force et de contrôle moteur, être capable de bouger dans tous les sens. Et ça, c'était la base avant de faire quoi que ce soit. Et c'est vrai que on a pas mal de questions là-dessus. On revient un peu sur ce qu'on disait. Donc, Fabrice, est-ce que tu as des choses à dire sur l'endurance de force? Oui, bah, des choses à dire, je sais pas trop. Ce que je peux dire, c'est que le problème, c'est que c'est pas, c'est pas adapté, en fait, pour prendre du muscle en muscu, sauf quand on devient très balèze. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà dit, qu'on avait déjà constaté il y a longtemps. En fait, quand on fait de la musculation barre haltère plus machine pour prendre du muscle, voilà, sur les exercices polyarticulaires, la plupart du temps, la bonne plage de répétition, c'est entre 8 et 12 répétitions, hein, pour faire simple. Et en fait, voilà, cette plage-là, quand on est débutant et intermédiaire, c'est ce qui marche le mieux. Et si sur les exercices polyarticulaires, on montait entre 20 et 30 répétitions, comme on a déjà dit plein de fois, c'est beaucoup moins efficace pour prendre du muscle, voire pas efficace du tout, disons-le. Donc l'endurance de force, quand on est débutant et intermédiaire, ça fait pas prendre de muscle, pour le résumer simplement. Et il y a que quand on commence à être très balèze, voilà, par exemple, on est capable de faire 10 répétitions, genre à 120 au développé couché, où là, on peut éventuellement passer à de l'endurance de force et puis essayer de faire 20 répétitions à 100 kilos au développé couché et continuer à prendre du muscle au moins dans un temps. Il n'y a qu'à partir de cette étape-là où l'endurance de force va se traduire par une amélioration de la masse musculaire. C'est un peu pareil à la presse à cuisse. Si vous n'avez pas de force à la presse à cuisse, faire des séries de 20 à, je sais pas combien, moi, 60 kilos, il va rien se passer.
Par contre, une fois que vous êtes fort à la presse à cuisse, puis que vous pouvez faire, je sais pas quoi, moi, des séries de 20 à 300, là, vous pouvez continuer à prendre du muscle. Donc, en fait, pour notre objectif de prendre du muscle, l'endurance de force, quand on est débutant et intermédiaire, ça sert pas à grand chose. Sinon, comme, je sais pas, une espèce de préhabilitation avant de se mettre à la muscu, pour, voilà, habituer, je sais pas comment dire, moi, habituer son muscle à ce qu'il y ait du sang cale dedans, apprendre à congestionner, des petits trucs comme ça, voilà, faire cette partie-là, qu'avant on n'avait pas besoin de faire parce que n'importe qui était capable de faire une vingtaine de pompes et puis une cinquantaine de flexions de squat à vide. Donc on avait déjà cette capillarité, on va dire, avant parce qu'on était un minimum sportif. Donc il n'y avait pas besoin de passer par une étape endurance de force pour pouvoir se mettre à la muscu puis progresser. Là, éventuellement, on peut se dire peut-être qu'il faut passer par une étape endurance de force avant de se mettre à la muscu en mode résistance et après progresser en hypertrophie. Mais voilà, donc pour cet objectif-là, on a une espèce d'antithèse entre la santé et puis prendre du muscle. Parce qu'on est d'accord, l'endurance de force, c'est ce qu'il y a le plus intéressant pour être en bonne santé, mais c'est pas le plus intéressant pour être musclé, malheureusement. Et après, bah, vous finissez comme moi à devoir expliquer à votre femme pourquoi vous faites de la musculation santé maintenant, mais elle n'est point convaincue. Ça sent le divorce, à mon avis, le divorce est proche. Hein. Fabrice, tu pourras venir chez moi, je te louerai une chambre. On ira faire du kayak. Alors, sur l'endurance de force, plus sérieusement, je vais la faire simple. Quand on prend les composants du muscle de manière un peu simplifiée, on va distinguer plusieurs choses. On va distinguer ce qu'on appelle les éléments contractiles, les sarcomères, les myofibrilles. Donc ça, c'est tout ce qui se contracte. Autour, on a le sarcoplasme. Donc on a vu plein de théories sur l'hypertrophie sarcoplasmique, tout ça. Bon, souvent, c'est des conneries. On peut pas vraiment cibler à ce point-là. Et c'est léger. Il y a du glycogène, on en parle souvent. C'est ce qui est stocké dans nos muscles, ce qui est un peu de l'énergie rapide. Voilà, on va simplifier aussi. Désolé pour les plus experts. Et on a deux autres choses qui sont les mitochondries, donc ce qu'on appelle les organiques cellulaires qui vont aider la cellule à respirer, entre guillemets, à apporter de l'oxygène, tout ça. Et on a les capillaires, donc c'est les veines, c'est des plus petites veines qui vont irriguer le muscle. Et donc, nous, quand on fait un effort de musculation classique pour prendre du muscle, même si avec Superphysique, on milite depuis longtemps pour des séries mi-longues et de plus en plus longues à mesure qu'on devient fort, Fabrice bien expliqué. Et c'est d'ailleurs le thème de notre toute première vidéo en 2009 dans le noir chez Fabrice à l'époque. Voilà. Et ben, on développe surtout les éléments contractiles, on stocke un peu plus de glycogène, mais les mitochondries et les capillaires, c'est pas super. Même si, comme on fait beaucoup de volume d'entraînement, normalement, à fur et à mesure qu'on progresse, le volume d'entraînement est un facteur important de la progression. Donc, on augmente notre nombre de séries, notre nombre d'exercices par muscle. Et ben, on voit bien que nos veines elles grossissent, que nos muscles sont de plus en plus irrigués, mais c'est sur des temps d'effort qui sont assez courts. C'est des temps d'effort en général entre 30 et 60 secondes. CF, les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire. Et donc, ça reste limité. Or, on s'aperçoit effectivement de plus en plus, comme l'a dit mon très cher associé, c'est que on est de moins en moins, on va dire, développé au niveau de ses composants. Et ça peut, en effet, de mon expérience, fortement limiter la progression. Par exemple, le cardio, déjà de manière générale, on voit bien que si on n'en fait pas et qu'on fait 10 ans de muscu de suite, on a un cœur, si on n'a pas fait d'activité cardio quand on était gamin, et même avec le temps, ça va s'effacer progressivement, on voit bien qu'on est plus rapidement essoufflé, que ça va pas. Là, sur l'endurance de force, un des signes classiques que beaucoup ont déjà vécu sur les forums, c'est on se brosse les dents, on congestionne, on monte les escaliers, on congestionne, on fait une série de 20 à vide, on congestionne pour rien. Ça, c'est un signe que, d'un point de vue des mitochondries et des capillaires, c'est pas assez développé. On a une sorte de déséquilibre, on va dire, au niveau musculaire. Et donc, si on peut faire 20 squats à vide sans congestionner à fond, c'est qu'il y a un gros souci quand même. C'est vraiment qu'il y a un gros souci. Donc, je pense, avec ce recul, que c'est un prérequis, entre guillemets, pour mieux progresser, pour mieux récupérer, parce qu'il nous faut de l'oxygène pour récupérer, pour produire plus d'énergie, pour récupérer entre les séances, entre les séries. C'est un bon prérequis et c'est des efforts qui peuvent s'envisager sous forme de cycle, peut-être, pour ceux qui ont vraiment des envie de devenir le plus musclé possible, parce que c'est quelque chose qui va manquer à terme. Maintenant, la vraie question qui se pose, et moi c'est la question que je me pose aussi, c'est on sait par exemple que plus on est âgé entre guillemets et plus il est difficile de développer sa VO2 max, donc sa capacité cardiovasculaire globale, et que quand on est adulte, on n'est plus enfant ni adolescent, et qu'on a passé 30 ans et plus, en théorie, on commence à perdre. Alors si on s'entraîne, on peut y aller un petit peu,
J'en parlais hier avec un copain, David, si tu nous écoutes. Je crois que lui, il avait vu les chiffres de plus ou moins 15% qu'on pouvait gagner une fois qu'on avait passé la trentaine. Donc, c'est pas grand-chose, hein. Une connerie. Vous avez 40 de VO2 max. Et ben 15%, si vous avez de la chance, 15%, ça fait, de 40, ça fait 6. Vous allez arriver à 46, ce qui est pas terrible. Bref, donc là, c'est un problème. Maintenant, la question que je me pose donc, c'est à quel point on peut développer cette VO2 locale, donc ce nombre de mitochondries et ce nombre de capillaires une fois qu'on a passé justement cette trentaine, quand le vieillissement a commencé, jusqu'où ça peut être influencé. Moi, je pense de mon expérience, peut-être que Fabrice confirmera, c'est que on voit bien que quand on s'entraîne en endurance de force, eh ben, on gagne justement dans cette résistance, dans cette faculté à moins brûler, à moins congestionner, qu'on est plus fonctionnel, on va dire. Mais jusqu'où ça peut aller, bah ça je sais pas. Et ça, c'est développé effectivement par des séries très longues. C'est très utilisé notamment en aviron. Vous devez taper entraînement musculation aviron, vous allez tomber sur des super documents où ils ont leur entraînement, où ils font des séries de 30, 40, 50 en circuit, en circuit, en circuit. En kayak, ils font beaucoup ça aussi. Donc moi, je pense que c'est plus la discussion pour le kayak, vu les efforts qui sont beaucoup plus courts. S'ils étaient plus longs, je comprendrais. Mais voilà, donc c'est des efforts en dessous de 50% de son maxi et beaucoup de séries, temps de récupération plutôt faible aussi. Et donc vous allez voir que si vous faites une série de 50 et que vous n'avez pas de mitochondries, entre guillemets, pas beaucoup, et vous êtes faiblement capillarisé, bah, en fait au bout d'une minute vous pouvez pas repartir si on va mettre des poids très légers. Et donc c'est un peu comme disait Fabrice, anti-muscle. C'est anti-muscle pour la majorité des gens qui va utiliser des poids hyper légers. Et au final on est plus dans cette optique santé que cette optique prise de muscle performance. Mais après, encore une fois, c'est une question de choix. Mais je pense que pour beaucoup de gens qui débutent la musculation, ça pourrait être à qui on arrive à faire comprendre qu'il faut pas être trop pressé. Ça pourrait être un super truc à faire au début et par intermittence au fur et à mesure en fonction des objectifs qui se mettent en place. Voilà. Ouais, donc, ce serait passé par une étape où on fait beaucoup plus de répétitions qu'en temps normal, histoire voilà, de développer son réseau sanguin et sa VO2 locale, comme tu l'as Ouais, expliqué. j'aime bien le VO2 local parce qu'effectivement, je dirais un peu dans le kayak, il y a eu quelques études qui sont sorties l'année dernière et on montrait que le niveau de performance était fortement relié à ce niveau de VO2 local. Et voilà, comme je dis, la question que je vais creuser un peu maintenant, c'est jusqu'où on peut développer ça, sachant que moi, c'est pratiquement mon effort que je fais en kayak tout le temps, ou même sur vélo, tout ça. Et donc, jusqu'où on peut développer ça? Est-ce que c'est l'âge limite aussi? Il y a de fortes probabilités. Et jusqu'où est-ce que je peux encore devenir champion olympique ou pas, quoi, c'est la question. Je vois. Mais bon, en fait, ça devient compliqué parce que finalement, il y a pas mal de ta potentialité qui se passe Bien quand tu sûr. es enfant et adolescent. Et Donc, ouais. du coup, quand tu es enfant, T'es baisé. il faudrait déjà que tu apprennes plusieurs langues étrangères parce que c'est à ce moment-là que c'est plus facile. Et puis après, si tu laisses passer trop d'années, ça devient très compliqué. Donc, faut travailler son explosivité parce que l'explosivité, c'est pareil. Après, tu peux plus la travailler. La souplesse, faut mieux le faire le plus tôt possible quand c'est très facile d'être souple parce qu'à maintenir, après, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, une fois que t'es raide, c'est une vraie galère. Et donc, au final, il te faut des journées de 48 heures quand t'es enfant et un programme spartiate pour développer au maximum ta potentialité. Puis après, selon la voie que tu as choisie, eh ben, tu pourras devenir un champion ou un très bon dans la voie que tu as choisie. Mais si tu t'es reposé sur tes lauriers quand tu étais enfant et adolescent, Ouais, t'es eh baisé. bien, T'es tes baisé. potentialités seront pas très élevées, Bien quel sûr, que bien sûr. soit le truc, quoi, endurance, résistance, souplesse, tout ça. Tout, tout est baisé. Et de toute façon, moi, j'en parlais dans le tome 1 de la méthode Superphysique pour ceux qui l'ont ou qui veulent se le procurer sur mon site. Les antécédents sportifs. Voilà, on parlait d'antécédents sportifs. Et moi, je recommande beaucoup aux jeunes parents le bouquin de Sébastien Rattel, La préparation physique du jeune sportif. Parce que tu lis ce bouquin-là, ça confirme ce qu'on vient de dire, mais plus en détail, hein, plus élaboré, tout ça. C'est un bouquin sérieux. Et donc, ouais, effectivement. Et donc, la solution, c'est toujours pareil. Et hier, je parlais avec un de mes potes, je finis là-dessus. On parlait d'entraînement kayak. Et il me dit, bah alors, qu'est-ce qui te manque pour progresser? Bah, je dis, ouais, il manque ça. Et puis, je lui dis, troisième option, il me manque une DeLorean. Une DeLorean. Pour ceux qui ont la ref, pour remonter dans le temps. Comme ça, je fais tout ce qu'il faut quand il faut. Et puis là, c'est pas le même gars, quoi. C'est pas le même gars. Mais bon. Et ouais, C'est trop tard, donc on fera du mieux qu'on peut. Puis on verra bien jusqu'où on va, hein. c'est ça. Et ben voilà. Et ben sur ce, on arrive au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment de votre compagnie. On espère avoir répondu à vos interrogations. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, si vous avez des précisions,
à les mettre directement dans les commentaires sur SoundCloud ou directement sur les forums Superphysique, www.superphysique.org. Puis forum, ce sont les derniers forums de musculation, encore plus pour les pratiquants naturels. Donc n'hésitez pas, il y a pas mal d'animations. Tout ce dont on a parlé pour aller plus loin se trouve en lien dans la description également. Merci à ceux qui laisseront des petits commentaires et des notes sur les applications de podcast, notamment sur Spotify, un petit 5 étoiles sur 5, ou sur Apple Podcast aussi, ou les deux. Vous avez le choix de faire les deux aussi si vous êtes super sympa. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut!